manchettes, les entreprises régionales sollicitées par Défense Canada et la Fédération nationale des communications sensibilisent les universitaires à la crise des médias. Bienvenue à ce web journal du mercredi 14 février 2018. La Société des alcools du Québec conclut ses premières ententes avec 6 fournisseurs de cannabis, d'après ce qui a été publié dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Le plus grand fournisseur sera Hydropodicaire, un producteur québécois de cannabis médicinal qui pourrait fournir jusqu'à 20 000 kg à la SAQ lors de sa première année. Les autres fournisseurs connus proviennent de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Ces produits seront vendus en ligne et dans les 15 boutiques déjà prévues de la Société québécoise du cannabis liées à la SAQ. Il pourrait y avoir jusqu'à 150 succursales d'ici à 3 ans. Construction Défense Canada rappelle aux entreprises régionales l'importance de se munir d'une cote de sécurité industrielle pour soumissionner aux 2 prochains projets à la base militaire de Bagotville. C'est ce qui ressort de la conférence de ce matin, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Notre journaliste Zoé Legalic-Massy nous éclaire davantage sur le sujet. Plus de 250 personnes du milieu d'affaires ont assisté à ce tout premier événement de speed dating. Présente à l'événement, la mairesse de Saguenay s'exprime sur l'importance d'attirer des entreprises régionales. Vraiment plus l'équipe de l'ancien CLD qui s'occupe de ça. Donc, ces gens-là vont faire du démarchage, pour aider les gens qui veulent partir en entreprise, attirer les nouvelles entreprises, maintenir. L'objectif de CDC? Recruter des entreprises régionales pour participer au prochain projet de la base militaire de Bagotville. Mais pour cela, les entreprises ont une condition, celle de la cote de sécurité industrielle, parce que les 2 projets sont de niveau secret. Donc, la première chose, c'est s'inscrire. Donc, oui, c'est s'inscrire. Le premier projet de 55 millions près du camp des cadets à la base militaire comprendra une nouvelle installation pour des bureaux et des salles de classe. Le second programme, d'une valeur de 50 000 $ cette fois-ci, portera sur la conception et la construction d'un hangar. Les appels d'offres seront lancés ce printemps et cet automne. La Chambre de commerce prévoit réaliser d'autres événements de la sorte pour encourager les entreprises régionales. D'ailleurs, le 19 avril prochain, un gala sera organisé, un gala économique pour encourager les entrepreneurs. Zoé Legalic-Massy, ATM Nouvelles, Saguenay. La Fédération nationale des communications déploie actuellement une campagne de sensibilisation à la crise des médias un peu partout au Québec. En collaboration avec le quotidien, elle était de passage à l'UQAC aujourd'hui afin de renseigner les universitaires. Camille Boutin, en quoi consistait l'événement? En fait, Gabrielle, le but était vraiment de sensibiliser la communauté universitaire aux problèmes que traversent actuellement les médias du Québec. Dans les 10 dernières années, le nombre d'employés dans les journaux du Québec sont passés de 14 000 à seulement 8 000 employés. Et qu'est-ce qui explique cette baisse, Camille? Stéphane Bégin, journaliste pour Le Quotidien, m'expliquait en entrevue que ce sont les réseaux sociaux qui ont une grande part de responsabilité à prendre dans le problème. Les revenus publicitaires provenaient des journaux auparavant et permettaient aux médias de survivre. Avec l'arrivée des géants tels qu'on les connaît, Google et Facebook, qui, eux, je le rappelle, ne paient aucune taxe sur les services qu'ils offrent, ces revenus se sont vus considérablement diminuer. Et quelles sont les conséquences de ce phénomène? Évidemment, à cause du manque de revenus, quelques médias québécois se sont vus dans l'obligation de fermer leurs portes. Il y a donc de moins en moins de journalistes qui sont compétents, qui sont formés pour apporter la nouvelle, la vraie nouvelle. Pour M. Bégin, c'est un premier pas vers la désinformation. On l'écoute à ce sujet. Si on laisse juste parler n'importe qui sur n'importe quoi, de n'importe quelle manière, je pense qu'on ne fait pas notre travail pour assurer une bonne démocratie, pour que les gens sachent qu'est-ce qu'il y en est. Outre cette campagne de sensibilisation, qu'est-ce qui a été fait pour contrer la crise? Une lettre signée par 7000 citoyens québécois a été envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, afin de démontrer l'intérêt du public pour la cause. Toujours selon M. Bégin, il faut toutefois trouver une façon de récupérer l'argent qui a été perdu au profit des géants. Stéphane Bégin. Dans la plupart des pays industrialisés, les gouvernements subventionnent les médias écrits.
avec une taxe. Il y a des endroits où ça peut s'élever, je pense, jusqu'à 200-300 $ par citoyen, alors qu'au Canada, on parle de pas beaucoup d'argent. M. Bégin me disait qu'il ne tenait pas nécessairement à ce qu'Ottawa pallie à la situation avec un chèque de quelques millions de dollars. Il veut simplement trouver un terrain d'entente qui va permettre de passer la crise comme à l'ère de la radio ou du journalisme télé. Je vois. Merci beaucoup, Camille. Ça m'a fait plaisir. Le centre-ville Arvida suscite l'intérêt de nombreux entrepreneurs qui souhaitent contribuer à la vitalisation de l'Axe-Molonne. Le conseiller municipal du district 5, Carl Dufour, confirme plusieurs nouveaux projets tout en manifestant sa joie à l'annonce de l'investissement de 250 millions de dollars par Rio Tinto. Ma collègue Simone Pilote s'est entretenue avec lui. Eh bien, bonjour, M. Dufour. Bonjour. Eh bien, premièrement, comment avez-vous réagi après l'investissement de Rio Tinto de 250 millions de dollars? Bien, écoute, c'était une annonce qu'on attendait depuis fort longtemps. Écoutez, on a entendu pendant cette conférence-là des choses qui m'ont surprise un peu parce qu'en 2009-2014, l'usine Vaudreuil était pratiquement fermée. Donc, les gens du syndicat, dont particulièrement Alain Gagnon, qui est le président, a travaillé très, très fort depuis toutes ces années. Puis, écoutez, cette nouvelle-là, c'est 250 millions qui sont investis ici, à Saguenay. Donc, pour l'industrie, c'est une annonce qu'on attendait depuis fort longtemps. Et vous avez parlé du président du syndicat, Alain Gagnon. À quel point il a été important dans les négociations? Écoute, ça fait depuis des années qu'il débat ça sur la place publique, l'importance de Vaudreuil, parce qu'on était presque à une fermeture. Donc, il a débattu fortement auprès de Rio Tinto même, auprès de ses membres. Je pense que ça a été je te dirais, un élément qui a été très, très important pour l'ouverture puis les investissements qu'ils viennent d'avoir là. Il ne faut pas oublier que c'est 1000 emplois qui sont consolidés avec cette annonce-là. Et est-ce que vous attendez à d'autres investissements pour la phase 2, la phase 3? On espère tous, hein? On espère tous que ce qui va suivre, puis quand même assez rapidement, ça sera la phase 2 et la phase 3 subséquente d'AP60. Et est-ce que l'investissement va contribuer à la vitalité du quartier d'Arvida? De tout Saguenay, naturellement, oui, mais dans le secteur Arvida, depuis qu'on sent, il y a une effervescence depuis quelques années dans le secteur Arvida. Je suis un des centres-villes, on a 3 centres-villes à Jonquière, celui-là d'Arvida connaît le meilleur essor économique présentement depuis les 5-6 dernières années. Oui, cette annonce-là, en plus de consolider tout ça, il va y avoir sûrement d'autres emplois qui vont arriver là, dans les prochains parce qu'on le sent déjà, il y a des bureaux d'ingénierie qui viennent s'installer dans le centre-ville. Donc, effectivement, pour le commerce d'Arvida, c'est quelque chose d'important. Et on peut parler de nouveaux commerces là, pour la revitalisation de l'Axe-Molonne? Oui, absolument. Écoutez, ça a commencé dans les 2 dernières années. On sait que Mellon, il y a eu une cure de rajeunissement entre, je te dirais, le Théâtre Palace puis la Caisse populaire. Il y a des bâtiments, on a vu Sport Davis qui se sont installés sur l'Axe-Mellon dans un bâtiment qui a été restauré d'origine. Donc, oui, cet axe-là s'est bien développé. On a naturellement la bibliothèque qui va ouvrir, mais il y a un bureau d'ingénieur Hatch aussi c'est une vingtaine d'emplois supplémentaires dans le Carré des Vis. Il y a une poursuite à ça. Il y a une suite sur l'Axe-Mellon qui est située environ aux alentours de l'ancien Kentucky, restaurant Kentucky Ultramar. Donc, oui, il y a encore de la revitalisation, mais il y a un engouement certain. C'est ça. Est-ce que vous avez des entrepreneurs qui vous ont soumis un peu d'intérêt? Absolument. Depuis que j'ai fait une annonce dans le journal en fin de semaine, croyez-le ou non, j'ai plusieurs promoteurs qui veulent investir présentement à Arvida. Au niveau de la restauration, j'ai des gens qui veulent instaurer des types de bannières. La population s'attend à ce qu'il nous manque un petit peu de restauration dans le secteur. Des restaurants de déjeuner, on n'en a pas. Restauration rapide non plus. Je ne dis pas qu'il faut tomber en folie d'avoir toutes sortes de bannières de restaurants rapides, mais je pense que ça pourrait satisfaire l'ensemble de la population en Jonquière. Et est-ce qu'on a des nouvelles par rapport au Théâtre Palace Arvida? Le Théâtre Palace, pour moi, c'est un énigme. Ça fait presque 2 ans qu'il est fermé maintenant. Tous les mois, je m'attends qu'il va y avoir une annonce. Je sais qu'au niveau de la ville, l'argent est là. Provincial, fédéral, l'argent est là également. Il y a toujours un retard, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas.
comme je disais bien souvent en blague, j'espère que le Théâtre Palace va rouvrir avant le prochain Centre Georges Vézina. Oui. Mais effectivement, c'est une énigme. Mais écoute, je m'attends que dans les prochains mois, là, qu'il y ait une annonce pour dire que, regarde, on commence, on débute les travaux. Et pour la bibliothèque d'Arvida, est-ce qu'elle va ouvrir bientôt? Excellente nouvelle encore. Les gens entendent. Ça fait 1 an et demi aussi que la bibliothèque est fermée pour les réparations. Le 27 février, 10h30, il va y avoir une conférence de presse pour l'ouverture de la bibliothèque municipale. Puis à compter de midi, la population est invitée là, à venir rencontrer les membres de la bibliothèque, les employés. Je vais être là aussi toute la journée pour l'ouverture. Donc, à compter de midi, les gens pourront venir voir cette bibliothèque-là. Un investissement encore de 5,1 millions dans le centre-ville. Comme je vous dis, le centre-ville, présentement, il y a un genre d'explosion, il y a un engouement. Donc, on va continuer là-dessus. C'est ça, avec tous ces nouveaux projets-là, est-ce qu'il y a un engouement nouveau là, pour le quartier d'Arvida? C'est un quartier particulier, hein. On le dit, les démarches sont entamées pour être une déclaration d'un site patrimonial. C'est l'équivalent, je te dirais, d'un arrondissement historique. On est le seul au nord de la vallée du Saint-Laurent. Donc, tout le reste est de l'autre côté. Oui, effectivement, on attend aussi la désignation par la ministre de la Culture, qui devrait se faire aussi dans les prochains mois, une désignation officielle. Mais oui, il y a un engouement. C'est un quartier particulier. Il faut que les gens d'Arvida sont très, très attachés à ce quartier-là, hein. Tu ne sors pas un Arvidien du quartier. Moi, je suis encore un Arvidien On me demande où je reste, je demeure encore Arvida. Ça fait que la fusion, pour moi, oui, c'est correct, mais je pense qu'il faut garder notre propre identité, nos propres couleurs. C'est bien vrai. Eh bien, merci à vous, Carl Dufour, conseiller du district numéro 5. Ça fait plaisir, madame. La future usine BlackRock pourrait puiser directement son eau dans la rivière Chicoutimi. C'est la solution qui a été proposée par la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le conseiller Michel Potvin hier soir. D'après les études de la firme Ségertech, cette proposition permettrait de protéger la nappe souterraine de la terrière dans laquelle est tirée l'eau potable utilisée à des fins domestiques. La Sûreté du Québec est actuellement à la recherche de témoins et d'informations pour les aider dans l'enquête sur un vol qualifié survenu au dépanneur Champagnat d'Alma en décembre dernier. Un individu cagoulé s'était alors introduit dans le commerce avec une arme blanche à la main. Le suspect est un homme mince d'environ 1,80 m. Il portait un pantalon taché de peinture blanche, une cagoule et un manteau foncé avec capuchon. Toute personne détenant de l'information le concernant peut contacter en toute confidentialité la Sûreté du Québec au 1-800-659-4254. C'est sur un coup de tête que les 2 enseignantes de l'école primaire Saint-Luc de l'arrondissement Jonquière, Isabelle Lepage et Julie Bourassa, s'envoleront au mois d'octobre pour le Maroc pour participer au défi Cap Fémina. Elles seront appelées à rénover une école en plus de venir en aide aux femmes marocaines en leur fournissant des produits hygiéniques. Mon collègue Antoine Damour les a rencontrées ce matin. Voici son entretien. Mesdames, bonjour. Lors d'une participation à Cap Fémina, vous êtes appelé à participer à une cause solidaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, une cause solidaire, en fait, c'est qu'on part au Maroc faire un rallye, puis dans les après-midi, souvent, on va aller faire des petites activités solidaires. On va aller peinturer une école, rénover une école avec les enfants et les enseignantes là-bas. Il y a une journée aussi qui est attribuée à la distribution de dons là, pour les personnes là-bas. Puis on va aller aussi aider les femmes dans leur milieu de travail là, pour en apprendre davantage sur leur travail. Qu'est-ce que vous allez faire précisément avec cette cause-là? Nous allons, mais c'est sûr que quand on fait le rallye, on a des bornes à passer. On a une dizaine de bornes à passer quand on fait le rallye dans le désert et dans les dunes et tout ça. Et à chaque borne qu'on passe, on ramasse des fonds. Le Mayanga, l'organisme, nous donne des fonds à chaque borne qu'on passe. Donc, c'est des sous qui s'en vont justement pour le Maroc. Et les frais que ça nous coûte aussi pour aller au Maroc, bien, ça s'en va directement pour ces causes-là, pour les écoles et pour les femmes. Vous allez être appelé à rénover une école en tant qu'enseignante. Est-ce que ça vient plus vous chercher? C'est sûr que ça a été l'élément déclencheur. On s'est regardé tout de suite quand on a su qu'on savait qu'on allait aller rénover une école parce que ça nous touchait
vraiment directement. Alors ça, c'est la partie qui nous rejoint le qui plus. nous rejoint Oui, le plus, effectivement. là, mis à part le rallye aussi, là, mais ça, c'était vraiment une belle partie. Durant le rallye, les GPS sont interdits. Est-ce que c'est qui le meilleur entre vous deux avec les cartes? Moi, j'ai un GPS intégré en moi, je pense. Ah oui. Puis Julie, C'est ma pro. Julie, c'est la plus aventureuse, La plus courageuse. téméraire. Donc, moi, avec un 4x4 d'Indine de sable, je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir. Puis je vais Elle me va fier sur conduire, Isabelle puis, pour nous moi, je vais avoir orienter. la boussole. Bon, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que vous êtes décidé de vous inscrire à cette aventure-là? En fait, on avait vu le reportage de Marie-Lou Wolfe à Accès limité l'année passée. Et puis, on en parlait dans la salle du personnel. Et on a une collègue aussi qui veut faire ce rallye-là aussi. Et le matin, à l'école, elle en parlait. Puis on s'est regardé tout de suite, moi et Isabelle, puis on a fait... Ça a cliqué tout de suite. On s'est regardé le matin et à midi, on était inscrites. Vraiment un coup de foudre. Vraiment, Ouais, coup de vraiment, ça nous rejoignait vraiment. On est deux personnes aventureuses et puis dynamiques et puis ça nous rejoignait vraiment. Est-ce que ça a été fait sur un coup de tête ou bien vous y avez réfléchi un peu plus? On n'a pas réfléchi beaucoup. Non, même on s'est inscrites puis nos conjoints n'étaient même pas au courant. Non, Oh. c'est ça. Ils l'ont appris plus tard. Ça a été un coup de tête, puis il fallait avancer. Qu'est-ce que vos conjoints en pensent, justement? Ils sont derrière nous à 100 oui, Vraiment, ils nous vraiment. aident dans toutes nos campagnes de financement et sont toujours là. Je pense qu'ils sont impressionnés de nous voir aller Oui. aussi parce que je pense qu'au début, pas qu'ils doutaient, mais ils se disaient hey, c'est une grosse montagne de travail qui vous attend parce que le financement, c'est beaucoup de sous. le point le plus difficile à atteindre. Mais je pense qu'ils sont vraiment fiers de nous, là, de nous voir aller là, comme on est là. Oui, ils sont Tant qu'à vraiment parler fiers. de financement, comment ça se passe présentement? Est-ce que ça va bien? Le financement va Oui, bien. vraiment très bien. Oui, il nous On reste a- encore des sous à ramasser, mais Oui, la majorité du budget est quand même ramassée. Il nous en reste une petite partie. Mais on voudrait dépasser notre budget parce que nous, on voudrait donner un surplus d'argent à... On est enseignante à l'École Saint-Luc ici à Jonquière et on voudrait donner tous nos profits à la rénovation de la cour d'école de notre école. Avez-vous un objectif financier? ça coûte... en fait, nous, on doit ramasser 16 000 pour se rendre au Maroc. Mais on est chanceux parce qu'on a eu des commanditaires extraordinaires qui nous ont appuyés. D'abord, la Voie Maltais qui est derrière nous, Carpe Diem qui est derrière nous. On a le groupe Duraltec aussi qui nous a aidés beaucoup, beaucoup. On a Chicoutimi Chasse et Pêche qui est avec nous. c'est ça. On Le a centre multiforme. Spentifis qui nous ont fourni les casques. Oui. Alors, on est vraiment chanceux. On a plusieurs personnes derrière qui nous. nous ont vraiment supportés dans ce projet. Vous avez déjà des supporters, vous avez des partenaires financiers. Est-ce qu'il vous manque quelque chose, un partenaire précisément? Bien, en fait, il nous reste encore un petit peu d'argent ramassé. Puis c'est là aussi où les gens pourraient venir nous aider. Et on a un beau crédit voyage de 2 500 à faire tirer le 24 mars. On a seulement 500 billets de disponibles. Donc, vous avez une chance sur seulement 500 billets. Et on a encore des billets disponibles qu'on fera tirer le 24 mars. Oui, à 20 le billet. Avez-vous eu des moments difficiles au courant de la préparation? Pas bien, bien. Non, hein, on est des Ah. personnes quand même assez Oui, positives. on est Donc, on ne positive. s'est jamais laissé démolir par quoi que Non. ce soit. Puis on n'arrête pas de se dire qu'on a des belles étoiles Oui, qui sont tout est alignées. aligné. Pour nous. Ah oui, tout arrive va super bien. On est chanceuses. Comment qu'on se prépare à aller à Cap Fémina? Bien, c'est sûr qu'on a regardé des vidéos Oui, beaucoup. beaucoup. On a eu une formation aussi dans les Laurentides là, à l'automne dernier avec notre coach. On a un coach là, au Québec là, qui s'appelle Joanie. Alors, elle nous a donné des cours de conduite, comment changer des pneus. Comment utiliser une boussole, parce Oui, que dans le comment utiliser désert, une il va boussole. falloir s'orienter avec une boussole. Donc, on a eu un cours de boussole 101. Il faut être prête aussi physiquement un peu. On va se faire C'est pour ça qu'on s'entraîne entraîner, au chez centre Multiforme multiforme Arvida. pour être assez en forme pour faire ce rallye-là aussi. Là. C'est le fun parce Psychologiquement, qu'on est- comment on se prépare à ça? Bien, c'est ça, j'allais dire. On a les équipes qui sont allées en 2017, en octobre 2017, ils gardent contact avec nous. On a un groupe Facebook, puis on communique souvent ensemble, puis ils nous disent oubliez pas les filles, vous devez avoir ça, ça, ça. Oubliez pas les filles, ça va se passer comme ça, préparez-vous On se mentalement. sent bien encadré. Vraiment? Vous vous attendez à quoi au courant du défi? D'avoir du plaisir. Bien, je pense que oui. Je pense qu'on va s'éclater, on Rapidement. va avoir Oui. vraiment beaucoup de plaisir, on va grandir dans ça. C'est Oui. surtout ça. On se dit qu'on va revenir transformer de ça. Mais c'est ce que d'ailleurs les filles des autres années nous disent. Exactement. On revient vraiment changer. On va vivre une aventure extraordinaire. Eh bien, merci, on vous souhaite bonne chance. C'est très Merci. gentil. Merci.
Les maires de la MRC Lac-Saint-Jean-Est dénoncent la hausse de la facture des services de la Sûreté du Québec. Les municipalités devront payer environ 7 de plus que l'an dernier, alors que la hausse prévue était de 3 Dans certaines municipalités, comme l'Ascension, la facture a augmenté de 11 Québec offrira une aide financière ponctuelle pour soutenir les municipalités concernées. Dolbeau-Mistassini est la seule municipalité de la région à avoir adopté le concept « Jeux libres dans la rue ». Avec leur projet « Dans ma rue, on joue » et les résultats ont été plus que prometteurs. L'équipe 100 degrés Saguenay-Lac-Saint-Jean a tenu ce midi une 3e conférence depuis leur formation sous le thème de « Changer les règles », où l'ingénieure et urbaniste au ministère des Transports, Catherine Berthoud, était invitée à faire une présentation sur le partage de la rue. Vincent Lannoy, expliquez-nous ce qu'est « Jeux libres dans les rues ». Bien, tout d'abord, c'est un concept qui découle du projet de loi 122 qui donnait plus de pouvoir et plus d'autonomie aux municipalités. Donc, depuis juin 2017, les municipalités peuvent adopter ce concept qui favorise vraiment l'activité sportive chez les jeunes dans les rues, que ce soit pour jouer au hockey, faire du patin roilier et, dans le fond, les faire bouger davantage. Donc, on peut voir maintenant dans ces rues des nouveaux panneaux de signalisation où il va être inscrit « Jeux libres ». Et dans ces rues, il y a une limite de vitesse de seulement 20 km/h pour justement protéger les jeunes qui peuvent jouer dans les rues en toute sécurité. On a notamment Belleuil et Sainte-Julie qui ont été les premières municipalités à adopter ce concept. Et finalement, en région, Dolbeau-Mistassini, qui l'été dernier, ont inauguré 2 rues Jeux libres. Et les résultats ont été plus que positifs alors qu'on a compté aucun accident pendant tout l'été dans ces rues. Et même on dit que l'été prochain, il va y avoir 5 autres rues qui vont être inscrites Jeux libres à Dolbeau-Mistassini. Et à ce sujet, on écoute Nathalie Sanson, conseillère en communication et relations de milieu, qui nous parle que l'idée est venue d'une consultation citoyenne. La population qui a été consultée et a sorti un plan stratégique. Un des axes, c'était la qualité de vie. Et nous, on s'est plié à cette volonté citoyenne. Le ministère veut également appliquer 2 autres concepts prochainement? Oui, rue partagée et véloroute. Donc, tout d'abord, on a l'objectif de vouloir améliorer le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes, de revitaliser l'activité urbaine et d'améliorer la qualité de l'espace public urbain. Donc, la rue partagée, par exemple, ça va être une rue où les piétons vont être priorisés, encore une fois avec une limite de vitesse de seulement 20 km/h, alors que pour les véloroutes, ça va être 30 km/h la limite de vitesse, et il va y avoir des espaces vraiment sur les côtés des routes pour les cyclistes pour qu'ils puissent circuler en toute sécurité. Et Vincent, Mme Berthoud affirme que le ministère est insatisfait du bilan des blessés et des morts sur nos routes. Oui, ça baisse d'année en année. On a eu 351 décès en 2016. C'est toujours inacceptable. Et on écoute Mme Berthoud qui explique justement que ça en prend un ensemble pour pouvoir que la sécurité routière soit meilleure ici. Le contrôle des règles de circulation, donc qui sont faites par les policiers aussi. Alors, c'est toutes les stratégies, les pays les plus performants qu'on voit en sécurité routière, ils ont mis en œuvre un ensemble de mesures dans différents domaines. Rapidement, Vincent, a-t-on parlé des traverses de piétons? Oui, on veut vraiment raccourcir les traverses de piétons pour améliorer la sécurité des piétons. Je te remercie, Vincent. Ça fait plaisir. Au sport maintenant, les Marquis de Jonquière resteront responsables de la restauration et de la vente de bière pendant les 4 matchs des Saguenayens au Palais des Sports. Ville de Saguenay en est venue à cette décision puisque les 2 organisations sont liées par contrat à différents fournisseurs. L'ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay, a nié qu'il y ait eu négligence au centre Georges Vézina en entrevue à l'émission Il y a des matins de Radio-Canada. On apprenait hier que les problèmes de solidité du toit étaient connus depuis 2013. Selon M. Tremblay, aucun ingénieur ne lui a indiqué que la situation était dangereuse. Il prévoit notamment un bilan semblable lors de la réouverture de l'aréna prévue dans 3 semaines. Et Émeric Montminy, du côté de la météo, on aura droit encore à du temps doux. En effet, Gabriel, ce soir à Saguenay et au lac Saint-Jean, on aura une température ressentie de -9 avec de faibles vents de 15 km/h. On annonce également un temps nuageux. Demain à Saguenay, ça va se réchauffer à peine alors qu'on prévoit pour toute la journée une température qui oscillera entre les -11 et -6 degrés. Et il y aura de faibles chutes de neige intermittentes pour toute la journée en débutant en après-midi. Ce sera la même chose pour le territoire du lac Saint-Jean qui accueillera également une petite neige et des vents seront moins forts qu'à Saguenay avec de faibles brises de 10 km/h. De retour à toi, Gabriel. Merci, Émeric. Merci à vous aussi d'avoir été là. Au revoir.